comme Brock l'a souligné, ma présentation, en fait, notre atelier à Jean-Louis et moi va porter sur le vécu des personnes LGBTQIA+, sur l'abolitionnisme carcéral et le Prisoner Correspondence Project. Malheureusement, le format Zoom est un peu limité, puis je n'arriverai pas à vous voir tous et toutes en même temps. Donc, j'espère que l'équipe de réseau va m'aider un peu à gérer tout ça. Comme c'est un format atelier, le but, ce serait que ce soit un atelier vraiment interactif. Évidemment, je suis conscient que probablement plusieurs d'entre vous qui ne connaissent pas ce projet-là, donc je vais prendre un peu de temps en des présentations pour vous parler un peu de ce qu'il s'agit, qu'est-ce que le Prisoner Correspondence Project réellement. Et après, je vais m'adresser à vous. Je vais vous poser quelques questions sur le sujet du système carcéral, l'abolitionnisme, voir s'il y a certains et certaines d'entre vous qui avaient déjà des connaissances sur le sujet, qui pourraient les partager peut-être avec le groupe. Parce que, comme je le souligne, ce n'est pas une conférence que je veux faire aujourd'hui, c'est vraiment plus un échange, une discussion. Personnellement, je ne suis pas un professionnel du système carcéral. Je suis quelqu'un qui se considère solidaire de la cause des détenus, particulièrement les détenus de notre communauté LGBTQIA+. Puis j'espère par ma participation au PCP, de contribuer en fait à créer des solidarités entre les détenus et les non-détenus de notre communauté. Donc, je ne parle pas en tant d'expert aujourd'hui, j'ai lu sur le sujet, il y a beaucoup d'informations qui proviennent de mon expérience au PCP, de mes lectures sur le sujet. Je pense que c'est important aussi d'avoir aujourd'hui quelqu'un avec nous qui a connu le système carcéral par son expérience dans une des prisons au Québec. Donc, c'est pour ça que j'ai invité Jean-Louis à joindre à nous aujourd'hui pour parler un peu de son expérience. Donc, j'ai réservé environ 15 à 20 minutes en fin de présentation pour que Jean-Louis nous parle un peu de son expérience à la prison de Bordeaux et également peut-être de nous parler un peu de sa situation avec ses proches, notamment, qui ont passé par là aussi. Je vais lui laisser en parler un peu plus vers la fin de la présentation. Donc, on peut commencer tout de suite. Avant d'aller plus loin, par contre, un petit avertissement. Comme on parle de système carcéral, on parle d'emprisonnement, on parle de personnes qui ont parfois commis des crimes, qui ont été emprisonnées malgré eux à cause de toutes sortes de situations. Donc, des sujets qui sont particulièrement traumatisants vont être traités aujourd'hui. Notamment, on va parler d'homophobie et de transphobie. On va parler d'agression sexuelle, de violence physique notamment, et on va toucher le sujet du suicide. Donc, je comprends que ces sujets-là peuvent être difficiles pour certaines personnes dans l'auditoire. Donc, si jamais vous vous sentez mal à l'aise durant la présentation, ou vous savez d'avance que ce n'est pas des sujets que vous êtes à l'aise qu'on en discute, n'hésitez surtout pas à quitter maintenant ou à tout moment lors de la présentation. Personne ne vous en tiendra rigueur, puis je tiens à le souligner. Donc, si je vois des gens disparaître, ça ne me dérange pas du tout. On n'est pas là pour faire revivre certains traumatismes, donc n'hésitez surtout pas à quitter. Ça peut être temporaire, ça peut être permanent. Vous pouvez revenir absolument à la deuxième présentation si c'est nécessaire. Voilà. Je pense que c'est important de souligner ça. Aussi, je sais que le réseau a fait une déclaration de territoire autochtone. Je tiens juste à souligner que je ne suis pas originaire de Montréal, mais j'aimerais souligner que je viens de Rimouski, oui, donc un territoire de la Confédération Wabanaki. Donc, c'est un territoire malécite et un territoire Mi'kmaq qui se joignent. Donc, je vous invite, au-delà de la reconnaissance territoriale du statut de la ville de Montréal, peut-être de penser à votre origine, puis si vous pourrez prendre un peu de temps dans les prochains jours pour penser de quel territoire autochtone vous venez, ça peut être intéressant de parfaire ses connaissances et d'en apprendre un peu plus sur les différentes nations autochtones. C'est une petite parenthèse que je fais, ce n'est pas mon idée, c'est propre au programme dans lequel j'étudie en ce moment. Donc, passons tout de suite à l'introduction sur le PCP. Quand je dis PCP, vous comprendrez qu'on parle ici du Prisoner Correspondence Project. Donc, qu'est-ce que le Prisoner Correspondence Project? En fait, il s'agit d'un programme, d'un groupe de travail qui est rattaché à deux groupes de recherche. Le groupe de recherche en affaires publiques de Concordia et celui de McGill. En fait, c'est un programme vraiment de correspondance, donc de mise en contact entre détenus de la communauté LGBTQIA+. Je vais prendre par défaut, vous comprenez l'acronyme quand je le souligne. Si jamais il y a quelqu'un qui ne connaît pas cet acronyme-là, vous pouvez l'écrire dans le chat, puis je prendrai le temps de le définir. Et des personnes non détenues, mais qui sont soldats de la situation de ces détenus-là en dehors des prisons. Le but, c'est vraiment de créer des solidarités entre détenus et non détenus à l'intérieur de la communauté LGBTQIA+.
C'est un programme, en fait, un groupe qui existe depuis 2007. Ce n'est pas une entité organisée au niveau institutionnel, donc il n'y a pas de statut juridique ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus, je vais vous avouer franchement, un groupe de militants, de personnes qui sont proches de la cause abolitionniste carcérale et qui veulent contribuer justement à la création de solidarité. Étant donné que les besoins sont vraiment importants, le PCP a grandi très rapidement. Donc, on va parler un peu de statistiques tout à l'heure, mais c'est un projet en fait qui rejoint autant des détenus au Québec que des détenus au Canada et aux États-Unis. Donc, on couvre pratiquement toute l'Amérique du Nord, sauf le Mexique. Puis, étant donné que peut-être vous êtes au courant, peut-être vous ne l'êtes pas, mais la situation carcérale aux États-Unis est particulière. C'est un des États qui incarcère le plus grand nombre de sa population au prorata. Donc, il y a énormément de participants au PCP qui sont originaires des États-Unis. Également, je tiens à souligner que bien qu'il existe des données sur la situation des détenus LGBTQIA+, dans le système carcéral, ces données existent seulement pour les États-Unis. Donc, si jamais il y a des chercheurs et chercheuses dans l'auditoire qui sont intéressés à peut-être faire une étude quantitative sur le sujet à propos des détenus au Canada, je pense que ça serait très intéressant parce qu'aujourd'hui, je ne vous présenterai pas vraiment de données quantitatives, statistiques sur la situation des détenus au Québec et au Canada, car ces données n'existent pas aujourd'hui. Mais je vais vous faire référence à certaines données que vous pourrez consulter après la présentation qui sont disponibles en ligne sur la situation aux États-Unis. Puis on peut peut-être faire certains parallèles avec la situation au Canada et au Québec, avec certaines limites, évidemment. Donc, en plus de faire cette correspondance-là, de mettre en contact des gens en dehors de la prison avec des gens à l'intérieur de la prison pour que ces personnes-là s'envoient des lettres et brisent l'isolement des personnes détenues dans les systèmes carcérales, mais le PCP a développé d'autres activités comme bibliothèque de ressources que les gens de l'intérieur de la prison peuvent consulter par l'entremise de leur correspondant. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, quelques statistiques, comme je vous soulignais, c'est 1922 membres, en fait, qui sont incarcérés, qui participent au Prisoner Correspondence Project, donc qui se sont inscrits à une base de données que le PCP maintient sur son site Internet pour trouver éventuellement un ou une correspondante en dehors de la prison. Ces 1922 membres participants sont disséminés dans 386 prisons aux États-Unis et au Canada. Le PCP, comme organisation, reçoit jusqu'à 100 lettres par semaine, que ce soit des lettres de personnes qui seraient intéressées à se joindre au PCP, que ce soit des gens avec qui on maintient une correspondance parce qu'ils participent au projet dans son organisation, ou encore des suivis avec certains détenus ou avec certains non-détenus par rapport à leur implication autour du PCP. C'est jusqu'à 4820 enveloppes qui sont envoyées par année, donc beaucoup de courriers. Puis là, on ne parle pas d'emails, on parle de bonnes vieilles lettres en papier. Et en termes d'organisationnel, on a 8 à 10 membres à l'extérieur du système carcéral, dont soit des étudiants ou des ex-étudiants de l'Université Concordia et McGill, des artistes, ou encore moi qui est stagiaire, qui participe en fait à l'organisation, à la logistique un peu de ce projet-là. Également, sachez que ce n'est pas seulement un projet qui est mené par des gens de l'extérieur de la prison, mais également par des gens à l'intérieur. Donc, on a certains détenus qui sont considérés comme faisant partie du comité interne de la prison. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils participent notamment par l'entremise de la correspondance. Donc, quand on a des réunions, on a souvent reçu des lettres des détenus qui nous parlent de leur opinion sur les points qui sont traités en rencontre. Puis, par cette manière-là, ils réussissent à participer aux décisions puis d'orienter le PCP dans une certaine direction, beaucoup plus loin, en fait, que ce que les gens à l'extérieur de la prison pourraient le faire par eux-mêmes. Voilà. Et donc, le PCP a plusieurs projets, notamment un journal pour détenus, The Word is Out. Vous allez voir à la toute fin, je vais mettre dans le chat un lien vers une liste de liens hypertextes que vous allez pouvoir consulter. Donc, il va y avoir un lien vers ce journal-là, si jamais ça vous intéresse de consulter la dernière édition, savoir un peu qu'est-ce qui peut se dire dans un journal pour détenus de la communauté LGBTQIA+. Également, il y a une infolette qui est développée pour les détenus canadiens et canadiennes. Il y a des projets artistiques qui tournent autour du projet. Donc, il y a des artistes de l'extérieur de la prison qui s'impliquent, qui mettent à contribution les détenus dans la création artistique, mais également des artistes à l'intérieur des prisons qui profitent du PCP pour diffuser leur art, notamment par l'entremise du journal. Également, il y a des ressources, comme je soulignais, il y a une bibliothèque à Concordia de ressources sur le safer sex, notamment le secure sex en français, sur l'utilisation de drogue en prison, sur l'alimentation, la transition de genre, etc. Nombreux sujets, en fait, auxquels les participants au PCP en intérieur de prison n'ont pas nécessairement accès dans leur centre carcéraux. Également, d'autres activités sont organisées, des levées de fonds notamment, et des envois de cartes de Noël qui sont envoyés aux membres.
Le PCP participe à des radios pour faire connaître un peu la situation des détenus en prison. Voilà. Ensuite, également, le PCP offre aussi des ressources pour les correspondants. Donc, si jamais ça vous intéresse de participer au projet de correspondance, vous aimeriez ça écrire à un ou une détenue à l'intérieur des prisons, le PCP a toute une série d'informations disponibles sur leur site Internet pour vous accompagner, en fait, dans le début de votre démarche de correspondance. Et également, si ce n'est pas suffisant, sachez qu'il y a un groupe Facebook qui est animé par le PCP qui permet aux correspondants de se rencontrer entre eux en ligne et d'échanger sur les difficultés et les réussites de leur correspondance avec les détenus avec qui ils sont apparus. Je termine cette première partie-là avec une petite citation d'une correspondante à l'intérieur des prisons par rapport au PCP et de sa correspondance avec des gens en dehors de la prison. Donc, Shane nous dit en fait, je suis si reconnaissant de t'avoir rencontré, le PCP, parce que toute l'information et le soutien que j'ai pu recevoir de ta part m'ont aidé à rester positive et à croire en moi. Les lettres de soutien d'Amber, les bulletins de nouvelles et l'ouverture dans la documentation que j'ai reçue m'ont aidé à comprendre et à accepter que je n'étais pas seul. Je ne suis pas anormal, je ne suis pas une bête de foire, et plus important encore, je ne suis pas seul. Je me suis senti si isolé pendant si longtemps. C'est un des témoignages qu'on a pour un peu démontrer à quel point ça peut être utile d'avoir quelqu'un à l'extérieur de la prison qui est là pour nous écouter, avec qui on peut échanger sur nos difficultés quotidiennes, puis en apprendre un peu plus sur l'extérieur. Maintenant, la portion atelier commence réellement. J'ai nommé ça jeu, mais en fait, c'est plus j'aimerais ça échanger avec vous, voir un peu vos connaissances sur l'abolitionnisme. Peut-être qu'on pourra en apprendre ensemble, peut-être sur les connaissances que les participants à cette conférence, à cet atelier ont. Donc, une petite mise en commun. Donc, n'hésitez pas, à partir de maintenant, je vais vous poser des questions. Si jamais vous avez envie de répondre, n'hésitez surtout pas à lever la main. Je vais laisser les gens de réseau peut-être vous nommer pour vous démuter, donc pouvoir parler et répondre aux questions. Puis sachez que je ne suis pas ici pour vous évaluer, mais c'est vraiment un contexte d'échange, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais le but, c'est vraiment d'apprendre ensemble. Idéalement, on aurait peut-être un cercle, on se verrait discuter de ces sujets-là, mais aujourd'hui, on va se contenter de la webcam pour ce faire. Donc, première question que j'aurais pour vous, en fait, qu'est-ce que font les prisons? Pourquoi avons-nous des prisons en Amérique du Nord, en Occident, au Québec? Est-ce qu'il y en a qui auraient peut-être une idée de à quoi servent les prisons? On les prend tellement pour acquis aujourd'hui que des fois, on oublie pourquoi elles sont là. Est-ce que quelqu'un aimerait s'essayer à ce genre de questions-là? J'ai Alex qui nous dit pour punir. Oui. Est-ce que quand on pense à punir, on punit pourquoi en général? Est-ce que la prison, c'est le seul moyen qu'on puisse punir? Puis pourquoi on punirait dans ce contexte-là? On a aussi dans les participants Mathieu qui a levé la main. OK, super. Est-ce que c'est pas dans une logique de réparation pour les victimes? Alors, s'il y a un meurtre, c'est pour ceux qui restent. S'il n'y a pas de meurtre, ben, c'est pour la victime en elle-même. Mais en tout cas, une pensée un peu magique que l'incarcération du coupable réparerait quelque chose pour la victime et ou ses proches. Oui, bien souvent, on conçoit en fait la prison comme ça. Je pourrais dire que sûrement qu'à certains niveaux, elle peut arriver à faire ça, offrir réparation. Mais on parle de réhabilitation aussi, justement. Comment on peut arriver peut-être à offrir du temps aux détenus, peut-être pour penser à ce qu'elles ont commis, le tort qu'elles ont pu avoir commis. J'ai d'autres réponses qui arrivent dans le chat. Je vais peut-être les lire. Si jamais il y a quelqu'un d'autre qui voudrait peut-être proposer des éléments de réponse, n'hésitez pas à le faire, puis je vais laisser Olivier me le souligner. Donc, j'ai Marc-Anciel, oui, qui nous dit que c'est une institution de contrôle social contre les comportements jugés déviants ou antisociaux dans une culture donnée. Là-dedans, ça me rappelle certaines connaissances que j'ai par rapport à mes lectures, puis tout ça. Par exemple, dans les années 70, dans la fonction fédérale au Canada, les personnes qui étaient homosexuelles ou trans, notamment, qui avaient des identités de genre sexuelle qui étaient hors normes,
étaient pourchassés dans la fonction publique. Donc, on essayait de voir qui, dans les travailleurs et travailleuses de la fonction publique, pouvaient considérer homosexuel parce que c'était considéré comme une tendance à être plus sensible à la propagande communiste. Donc, vous irez lire sur le sujet. Fruit Basket, c'était un outil qui était mis en place pour trouver qui était potentiellement homosexuel pour freiner en fait la montée du communisme au Canada. Puis, il y a certaines personnes qui ont été emprisonnées, renvoyées de leur travail, etc. Frédéric, on a dans les mains levées Éloi qui avait levé la main. Parfait. Éloi, je te laisserai la parole. Ah, OK, mais il y avait d'autres réponses dans le chat aussi, mais j'ai l'impression que des fois, quand je parle d'abolitionnisme avec les gens ils ont souvent l'idée que la prison, c'est important parce qu'on met les personnes dangereuses dans la prison, puis il faut protéger la société des gens qui sont en prison, mais des fois, j'ai l'impression que quand on tient en compte les problèmes de santé mentale puis la pauvreté, puis qui peuvent mener des fois à faire des crimes, j'ai l'impression que c'est juste une façon de contrôler la pauvreté et la santé mentale quand on ne sait plus quoi faire avec en termes de ressources psychosociales, tu sais, puis de soutien, là. C'est comme... Puis j'ai accompagné des amis en prison, en fait. Puis des fois, puis c'est l'impression que j'avais souvent, c'est que il y avait des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, puis que le système avait juste abandonné. Merci pour ton témoignage. Ça ne doit pas être évident d'accompagner quelqu'un dans un système carcéral comme ça. Effectivement, je pense que tu as des bons éléments de réponse à ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui réagit à ça. On me souligne dans le chat que ça opprime et détruit, ça réhabilite, ça peut servir même de cheap labor. Il y a quand même des éléments de réponse qui sont un peu contradictoires. C'est intéressant de voir qu'il y a des points de vue assez différents sur le sujet. On judiciarise plutôt que soigner, effectivement. Puis, je ne sais pas si vous savez un peu le coût de ce système carcéral-là, parce qu'on parle de cheap labor, on parle de système de santé qui n'arrive pas à soutenir toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, notamment, des problèmes de santé mentale. Mais le coût du système carcéral est quand même assez élevé. C'est difficile d'imaginer que le système carcéral puisse être une solution économique. J'ai justement un petit graphique là-dessus, là. Vous allez le voir, là. Évolution des dépenses fédérales et provinciales au chapitre des services correctionnels au Canada depuis 10 ans. On voit que jusqu'en 2017, c'était de 4,8 milliards de dollars qui étaient investis dans le système carcéral. Avant ça, j'aurais mis peut-être aussi des données sur les coûts des services de santé en santé mentale pour comparer, mais on voit que c'est une dépense assez astronomique pour un pays comme le Canada. Les réponses se sont un peu calmées, fait que je vais passer peut-être à ma deuxième question. Attends, il y a des mains levées. Il y a des mains levées. OK, super. Je vais laisser les prochaines personnes continuer dans ce cas-ci. Oui, la première qu'on avait, c'était Laurent, justement. Ben, je vais laisser Kevin commencer. Moi, en fait, je voulais juste dire vite que je pensais que, en tout cas, j'ai déjà été même de l'autre côté, là, avec une personne qui avait été une victime. Puis, tu sais, je comprends que la famille avait besoin d'un sentiment de réparation, mais je pense que ça, c'est un problème de notre société. On est beaucoup dans la vengeance, puis peu dans la réhabilitation. Puis, je pense que notre société, on devrait être beaucoup plus dans la réhabilitation que dans la vengeance. Parce que je pense pas que c'est un sentiment sain, la vengeance, puis qu'on devrait se baser là-dessus pour juger quelqu'un. C'était mon argument, mais je vais laisser Kevin parler parce que je pense que ça va être intéressant. Ben, salut. Dans le fond, c'est sûr que les prisons, à l'intérieur des murs, premièrement, qu'est-ce qui se passe? La société n'est pas tout au courant, là. Parce que souvent, les gens, tout ce qu'ils voient, c'est les gros titres, là, genre sur certaines personnes, mais ils ne savent pas comment ces personnes-là sont devenues un gros titre. Moi, je le vois en travail de rue, tu sais, je le vois aussi en étant militant aussi, puis en voyant plein de choses qui se passent dans la société qui ne devraient pas être, tu sais. Puis le manque de services aussi, le manque de ressources à l'extérieur pour la réinsertion sociale, ça donne beaucoup à une image de comment les personnes peuvent se retrouver en dedans. Ayant moi-même passé 9 ans derrière les murs, là, avant d'être travailleur de rue, là, j'ai quand même vécu, fait que ça a été difficile. J'ai été torturé en prison par des gardiens. Il y a eu beaucoup d'oppression incroyable, là, genre tout est contrôlé, même tes psychologues à l'intérieur des murs te contrôlent parce que tout est marqué dans le dossier avec ton agent de libération conditionnelle. Fait qu'il n'y a pas de...
n'y a pas de côté thérapeutique au service qui charge aux contribuables, dans le fond, parce que les contribuables payent, oui, mais il n'y a pas de côté positif réinsertion dans ces dépenses-là. Fait que c'est un peu comme la police. Là. Il y a beaucoup trop de financement pour ce que ça vaut. Là. Ouais. Puis que ça devrait être plus porté, moins selon moi, vers le travail social, puis d'arrêter de punir, puis de vouloir essayer de se baser plus sur la réinsertion. C'est des gens. C'est sûr qu'il doit y avoir des centres adaptés aux individus, mais appeler ça prison, c'est fou stigmatisant. Puis, tu sais, le dossier criminel, ça aussi, c'est oppressant. Ça suit après ta sentence, ça suit à vie. Puis, tu sais, si vraiment il favoriserait la réinsertion, ça ne serait pas ça, là, tu sais. La personne a payé sa dette, elle est supposée avoir payé sa dette, tu sais, mais c'est pas vrai, là. Après, ça te suit, là. Puis, il y a aussi le fait... il y a aussi l'autre côté qui est assez comme, comment je pourrais dire ça, capitaliste. C'est comme ils veulent avoir le contrôle sur les pauvres. Moi, je pense que ça, c'est vraiment le monde qui n'arrache, qui se ramasse en prison. C'est pas eux qui ont tout en eu, tout facile, là, tant qu'à moi. Là. En prison aussi, j'ai connu beaucoup de bonnes personnes, genre. C'est pas toutes des personnes qui est pas aptes à être dans la société, puis qu'il y a beaucoup d'autres qui auraient juste besoin de thérapie, puis de réinsertion, puis d'amour. Là. Fait que c'est ça. Sur ce côté-là, les prisons, je vais attendre la prochaine question parce que c'est sûr que ça se peut que j'ai une couple d'affaires à dire. C'est pour ça que je suis là le matin. Ben, merci beaucoup, Kevin. Je ne pensais pas avoir quelqu'un dans l'auditoire qui avait passé autant de temps et qui a une connaissance fine du système carcéral. Fait que je suis content de t'avoir avec nous autres. Puis merci beaucoup pour ton témoignage. Puis je t'invite à continuer à répondre. Là. Je pense que ça va bénéficier à tout le monde, ton expérience et ce que tu en penses aussi. Là. Fait que merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir sur ce que Kevin a dit ou ce qu'on a traité jusqu'à maintenant? Hein? On avait Alexandre et DJ dans les participants qui ont levé la main, mais là, je ne sais pas qui a levé la main en premier. Fait que fight it out. Vas-y, Daniel. Un peu pour parler comme des frais que tu as mentionnés, je pense qu'on ne comprend pas non plus les frais de toute l'arrestation policière, de tout les frais juridiques aussi, ça comprend. Il y a beaucoup plus de frais qui se rajoutent à ça. Ça, c'est les frais seulement en prison. Puis un peu comme ce que Kevin disait, c'est les pauvres qui en payent le prix. Un pauvre qui n'a pas l'argent pour se financer, pour financer un avocat qui est extrêmement cher, il va automatiquement aller en prison parce que l'avocat ne travaillera pas pour lui. Il va travailler pour avoir le minimum. Tandis que quelqu'un qui a de l'argent, il va se sauver automatiquement presque de la prison parce qu'il va pouvoir payer un avocat qui va le défendre à sa juste valeur. Il y a tous ces frais qui se rajoutent là aux frais carcérales qu'on pense pas non plus. Là. Ah, effectivement, je pense que tu as un très bon point, DJ, là-dessus. Là, là, on mettait l'emphase vraiment sur le système carcéral dans sa petite bulle, là, mais effectivement, c'est toute qu'une économie, en fait. Là. On parle vraiment du système carcéro-industriel aux États-Unis, mais je pense que ça s'appliquerait même au Canada. C'est vraiment une manière soit de gérer la population puis d'avoir du cheap labor, notamment, on l'a nommé tout à l'heure. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Je pense que tu as bien souligné tous les coûts qui entourent la prison. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait continuer à témoigner là-dessus? On avait Alexandre qui avait levé la main. Parfait. Oui, c'était une question, mais dans le fond, peut-être juste la noter pour la fin. C'est juste que je me demandais à quand remonte, si ça a déjà eu lieu, une espèce d'étude longitudinale sur tout le système, justement, qu'est-ce que ça apporte? Parce que j'ai déjà lu plusieurs trucs en disant qu'effectivement, ça ne répond pas à ce que ça devrait répondre, d'où la question, tu sais, j'ai l'impression qu'on est dans une conception encore archaïque, puis je me demande, est-ce qu'il y a eu des grandes études pour arriver à des constats, puis revoir tout ça. Fait que peut-être plus à la fin, je ne veux pas casser le beat de ta présentation, mais je suis curieux de savoir où on en est avec ça. Oui. Je pense que ce serait plus soit un sociologue ou quelqu'un en criminaux qui pourrait répondre à cette question-là. Je suis moins au courant de ce qui se fait dans la recherche scientifique, mais j'ai espoir que ça existe.
Je sais que Foucault s'est penché là-dessus dans la société de surveiller et punir, pardon. Il s'intéressait à l'histoire de la prison, des supplices, jusqu'au système aujourd'hui, qui se mélange au système psychiatrique. Mais bon, je n'irai pas plus loin là-dessus aujourd'hui. Je vais continuer ma prochaine question, puis on peut continuer la discussion là-dessus aussi si vous voulez revenir sur ce sujet-là plus spécifiquement ou continuer sur la question suivante. Justement, comment s'attaquait-on à la criminalité avant l'existence des prisons? Je l'ai nommé un petit peu. Je ne sais pas si quelqu'un connaît un peu l'histoire de la prison et pourra en témoigner lui-même ou elle-même. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Je ne pense pas avoir de réaction là-dessus, mais je peux nommer quelques éléments de réponse si vous le désirez. Là. Avant, en fait, au tout départ, autour du 16e, 17e siècle, la prison n'existait pas parce que l'État n'était pas développé comme il l'est aujourd'hui. C'était des systèmes monarchiques souvent qui étaient en place, qui avaient, malgré qu'on a tendance à considérer ça comme des systèmes autocratiques qui ont un pouvoir absolu sur les sujets, mais souvent, le système étatique n'était pas assez développé justement pour assurer une surveillance des citoyens, de la population. Donc, effectivement, il y avait des supplices publics où on torturait des gens sur la place publique, montrer l'exemple quand il y avait des comportements immoraux ou des atteintes à la royauté, à la noblesse qui étaient mises en place, mais rarement les gens étaient punis pour leurs crimes, souvent c'était impuni. La définition de crime était changeante aussi, c'était pas si clair que ça que certaines choses étaient des crimes, des fois c'était plus une question de morale ou d'éthique sur les comportements. Mais c'est souvent, aujourd'hui, vraiment on est dans une situation dans laquelle l'État s'est tellement développé, les ressources se sont tellement développées qu'on arrive à contrôler la population. On voit qu'il y a un système de surveillance qui est mis en place, que ce soit sur les réseaux sociaux, par exemple, les systèmes de caméras, par exemple, la police, par exemple, qui est dans le village, puis moins dans certains quartiers, plus dans Montréal-Nord, etc. Donc, je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour quelqu'un ou quelqu'une. Sinon, je vais pouvoir passer à la prochaine question là-dessus. Dans les participants, on a Laurent qui a levé la main, mais je ne sais pas si c'est juste parce que tu as oublié de l'abaisser. Puis sinon, il y a Kevin dans le chat qui a écrit quelque chose. Fait que la personne qui avait levé la main n'avait pas d'intervention, si je comprends bien. Sinon, pour Kevin, ce qui nous souligne, ben, avant d'aller en prison, ces personnes étaient dans la société, arrêtées de punir pour aider à grandir. Puis c'est ça, j'ai une question là-dessus tout à l'heure, là, mais je pourrais passer tout de suite. Je pense que ça va répondre un peu aux commentaires de Kevin. Est-ce que vous êtes capable de nommer une prison canadienne? Puis Alcatraz aux États-Unis, ben, ça ne marche pas. Fait que, on sort de la culture pop, puis on va essayer d'aller dans le réel, dans le concret. J'en ai nommé une tantôt, peut-être qu'il y en a qui s'en rappellent. Si vous êtes capable d'en nommer une qui n'est pas celle-là, ce serait idéal. Ouais. J'ai été dans à peu près une quinzaine de prisons, là. Fait que je peux dire Spring Hill, Nouvelle-Écosse, Reynolds, Nouveau-Brunswick, Dorchester, Bathurst, Moncton, Madawaska, Saint-Jean, Austinville, New Carlisle, Bordeaux, RDP. Il y en a plein des prisons. Là. Ouais. Mais moi, je me demande, est-ce que c'est tout le monde qui les connaît? Hein? Bonne question. Là. Bonne question, oui. Ben, je suis content de t'avoir, Kevin, parce que tu connais là, ce système-là, puis tu as passé au travers de tout ça. Puis là, je vois qu'il y a plus dans le chat qui ont répondu avec des noms. Fait, je suis content de savoir que c'est pas quelque chose qui est complètement abstrait pour vous autres, parce que souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les prisons, c'est pas ce qu'il y a de plus évident dans les villes ou quoi que ce soit. Par exemple, ben Bordeaux, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu, ça ressemble à ça. C'est dans un petit quartier-ville, c'est entouré d'un petit quartier résidentiel, mais en général, ce n'est pas les institutions centrales qu'on va retrouver au centre-ville. Puis quand ils sont au centre-ville, comme à New York, ben, c'est des bâtiments qui se mêlent aux autres. Donc, souvent, on va cacher la réalité des prisonniers, on va les isoler. Oui, Kevin? Juste pour faire un petit point par rapport à Bordeaux, vu qu'on est sur le sujet, le 6 mars, j'avais organisé un rassemblement devant la prison de Bordeaux pour donner la priorité au vaccin puis alléger les peines, alléger les conditions d'incarcération présentement des détenus depuis la pandémie. Depuis mars, dans le fond de l'année passée, ces personnes-là sont quasiment tout embarrées dans leur cellule. Il y en a quand même pas accès à leurs 2 douches par semaine, qui est obligé par la Charte des droits et libertés. Puis il y a plusieurs associations qui essayent d'arrêter ça. Puis, j'ai eu des rencontres avec Alexandre Leduc, le porte-parole de Québec solidaire, qui représente pour la sécurité publique, qui était supposé avoir une rencontre avec Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique. Finalement,
Geneviève Guilbeault a annulé le rendez-vous sans donner de date de futur. Puis on dit que c'était la santé publique qu'il fallait qu'ils donnent l'ordre de priorité aux détenus pour la vaccination. Mais les autres santé, c'est des humains barrés dans des cages 24 heures sur 24 depuis des mois. Ouais. Puis c'est doublé, les prisons sont surpeuplées. Là, fait que c'est vraiment dégueulasse. Là, en plus, ils sont en dernière priorité pour la vaccination. Fait que ça donne une idée à quel point que les détenus, ça va. En tout cas, moi, j'ai aimé le bout qu'Alexandre Leduc a dit par rapport à une société. Là. La société se mesure de la façon qu'elle traite ses détenus. Oui. Je pense que les organismes communautaires, ça serait la meilleure chose qui se positionnent puis qui essaient de parce que souvent, les personnes qui se ramassent à Bordeaux, à RDP, c'est du monde qu'on travaille avec à Réseau, à Cactus, à Spectre de rue. C'est notre monde, c'est les gens qu'on travaille avec. C'est des personnes comme moi. Ouais. C'est pas une prison fédérale, c'est une prison provinciale. Fait qu'il y a toutes sortes de gens qui passent là aussi. Là. Ouais. Souvent, c'est pour des 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. Je pense que c'est moins de 5 ans en général. Fait que, 2 ans et moins un jour. 2 ans et moins. Donc, Okay, après 2 ans, c'est fédéral. OK. Merci, Kevin. Fait que, ouais, prison de Bordeaux, dans l'arrondissement d'un petit quartier-ville. Sinon, dans mon coin à moi, voici la prison de Rimouski. Très bien sécurisée avec ses clôtures. Je vais vous avouer, je ne sais pas si je l'ai déjà vu de mes yeux. À regarder sur Google Maps, cette prison-là est située vraiment en retrait dans le quartier industriel. En général, la population ne voit jamais ce centre-là. On n'est pas conscient que ça existe, mais effectivement, ces bâtiments-là existent, puis ils assurent une fonction, puis ça ne se mélange pas avec la population. Puis là, j'ai une carte aussi qui vous montre les différents centres de détention qu'on retrouve dans la région de Montréal. Donc, la prison de Bordeaux ici, environ, puis Leclerc, Rivière-des-Prairies, puis celle de Saint-Jérôme, puis il y en a une également dans le coin de... J'ai oublié le nom. En tout cas, en allant vers Trois-Rivières, Sorel, c'est ça. Donc, voilà. Sinon, autre question. Pourquoi pensez-vous que les gens sont violents? Hein? Pourquoi les gens sont poussés à commettre des actes violents puis ils se retrouvent dans nos prisons? Est-ce que vous avez des idées? Là? Question un peu large puis difficile à répondre des fois. Là. Frédéric, on a Mathieu qui lève la main. Parfait. Je te laisse la parole. J'ai l'impression que la réponse est vraiment longue là, mais et puis je pense qu'elle va parler à nous qui travaillons dans le communautaire, mais parce que je pense qu'un acte violent, c'est le symptôme d'une maladie, d'une société qui n'arrive pas à donner la même chance à tous ces individus. Et donc, c'est sûr qu'on peut taper sur les gens qui sont amenés à faire des actes violents, mais si on ne comprend pas ce qui les ont amenés à faire ces gestes-là, à poser ces gestes-là, on ne réglera pas vraiment le problème. On fera juste attendre qu'il y en ait un autre, puis un autre, puis un autre. Et donc, si je veux faire court, c'est vraiment, pour moi, un acte violent, c'est quelqu'un qui n'a pas su avoir, qui n'a pas eu les mêmes chances que des gens dans son éducation, dans son accès à la culture, donc son accès à la compréhension du monde peut-être. Donc, moi, j'irai vers là, mais je sais que c'est beaucoup plus complexe que ça, là, donc me tombez pas dessus, c'est vraiment des raccourcis, là. Non, je pense que tu amènes des bons points, Mathieu. Là. C'est un sujet qui est super large, puis on ne peut pas traiter ça en 10 minutes, donc je veux qu'on nomme des petits éléments comme ça, mais ta réponse, je pense qu'elle est super convenable. Oui, Laurent, hein? Oui, en fait, je vous invite à aller checker un petit documentaire sur YouTube. Ça dure genre 5 minutes. Ça s'appelle Tout le monde s'en fout. C'est comme des petites capsules. Puis en fait, c'est sur la violence, celle-là. Tout le monde s'en fout de la violence. D'où vient la violence? Mais en fait, la violence, eux autres, ce qu'ils expliquent, c'est que c'est une réponse à quelqu'un qui se sent en danger ou qui sent que son statut de bien-être est en danger. Donc, mettons, ton bien-être... en tout cas, dans la vie. Fait que ce qu'il disait, je pense que l'idéal en intervention, c'est d'aider la personne à avoir un sentiment de contrôle sur sa vie. Puis je pense que c'est ce qui va aider le plus à répondre à la violence, parce que vraiment la violence, c'est une réponse de sentiment de danger ou de quelqu'un qui a un sentiment de manque de contrôle sur son environnement.
Fait que c'est ça que j'avais vu dans ce documentaire-là. Laurent, si jamais tu es capable de nous mettre le lien peut-être dans le chat, je pense que ce serait une bonne idée que les gens puissent l'avoir en backup pour pouvoir cliquer puis l'ouvrir, puis peut-être le consulter plus tard. Moi, ça m'intéresserait en tout cas de jeter un coup d'œil. Puis justement, à cette question-là, j'avais comme réponse justement un témoignage. Je ne vous le ferai pas écouter aujourd'hui. Le lien va se retrouver dans la liste de liens que j'ai mis dans un document que je vais vous mettre dans le chat dans pas très long. C'est l'histoire en fait de Mocha Dawkins, qui est une femme trans travailleuse du sexe à Toronto, qui a fréquenté pendant un certain temps un homme qui était un de ses clients. Puis justement, elle a été victime d'une tentative d'assassinat de la part de cet homme après une soirée. Puis après avoir été blessée au visage par couteau, justement, elle a repris le couteau puis elle s'est défendue. Puis ça l'a mené à la mort de son agresseur. Puis à cause de ça, elle a été emprisonnée à Toronto, dans une prison pour hommes, pour subir évidemment plusieurs violences transphobes. Puis en tout cas, c'est une histoire un peu horrifiante, là. Si jamais c'est un sujet qui est lourd pour vous, je ne vous inviterai pas à l'écouter, mais si ça vous intéresse d'en apprendre un peu sur son vécu, sa défense, puis à quel point elle n'a pas été considérée, parce qu'elle paraissait comme hystérique par les policiers, puis elle a été poivrée après elle-même avoir appelé la police. Mais, vous irez voir la vidéo. Je pense que c'est important d'être conscient du vécu des personnes trans, notamment face au système carcéral, puis notamment le vécu des personnes qui sont travailleuses du sexe, travailleurs du sexe. Est-ce qu'il y avait d'autres, peut-être, témoignages ou réponses? Oui, on a quelques commentaires dans le chat, là, dont un de Camille qui nous dit « Je pense qu'il faut nuancer pour les agressions sexuelles, patriarcat, manque d'éducation sur le consentement, etc. » Je trouve que c'est un point très, très intéressant. Puis Jacques qui nous dit « Derrière la violence se cache beaucoup de souffrance et tant qu'on ne s'y intéresse pas à cette souffrance, rien ne changera. » Puis sinon, on avait des mains levées là encore. OK. Ben, je suis absolument d'accord avec le point de Camille là-dessus. Là. Mon but aujourd'hui n'est pas de diminuer l'importance des structures de pouvoir en place. Je pense que c'est là qu'on peut faire peut-être une nuance au niveau de la violence qui vient d'un pouvoir qui est imposé aux gens qui n'ont pas de pouvoir souvent, puis des fois des violences dans un contexte d'autodéfense et autres. C'est un sujet qui est complexe, puis je ne pense pas qu'aujourd'hui on va être capable d'en montrer la complexité, mais gardez en tête que c'est un concept qui est ambivalent et qui traite de plusieurs contextes très différents. On va continuer avec les témoignages peut-être ou les réponses des personnes dans l'auditoire. Il y a Eloi qui avait levé la main, puis Laurent, je vois que tu as aussi la main levée. Je ne sais pas si c'était encore... J'ai encore. Es-tu correct, Laurent? OK. Oui, ben c'est ça. Ben, je pense que je voulais juste mentionner l'aspect genré de la chose. J'ai l'impression que j'ai déjà parlé avec une fille qui faisait son projet de maîtrise sur les femmes incarcérées, puis elle mentionnait qu'il y avait beaucoup des filles qu'elle rencontrait, qu'il y avait des situations où elles commettaient des crimes. En tout cas, des fois, c'est comme des situations de violence conjugale, entre autres, dans lesquelles ou comme des relations dans lesquelles elles sont ramassées, ou comme la pauvreté, la toxicomanie. Puis je pense puis même quand le point de Camille par rapport aux violences sexuelles, j'ai l'impression que c'est pas la seule explication. Je pense que le patriarcat et la masculinité toxique a beaucoup rapport avec ça, mais je pense qu'il y a quand même un nombre important de personnes qui commettent des violences sexuelles qui ont déjà vécu des violences sexuelles aussi. Donc, c'est comme, encore une fois, un manque d'accès à des soins, je trouve. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais finalement, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Merci, Éloi. Est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose à répondre? Je pense que tu avais une liste, Olivier. J'ai plus personne là. Il y a des commentaires dans le chat si jamais tu veux jeter un coup d'œil. Oui, on m'a posé la question directement si les activités du PCP, du Prisoner Correspondence Project, incluaient le Centre fédéral de détention des migrants à Laval, qui n'est pas une prison en soi, mais dont la forme, ça rapproche absolument d'une prison. Là. Je vais vous avouer que je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais par contre, je pourrais m'informer sur le sujet puis revenir là-dessus. Fait que, je ne vous donnerai pas la personne qui m'a posé la question. Si cette personne-là peut m'envoyer son adresse courriel en privé, je pourrais prendre le temps de répondre après la présentation. J'avais prévu d'autres choses pour ma présentation aujourd'hui, mais je vois le temps qui file. Là, on est déjà 10h55, puis on est supposé dans la période de questions, je pense, dès maintenant. Donc, j'avais un invité aujourd'hui, Jean-Louis, qui est avec nous. Je vais laisser peut-être Jean-Louis prendre la parole, peut-être nous parler un peu de son expérience à Bordeaux dans les dernières années. Si jamais il nous reste un peu de temps après, je pourrais vous présenter peut-être d'autres questions que j'avais puis des informations.
Puis à la toute fin, je vous présenterai peut-être quelques ressources utiles si vous voulez creuser le sujet en termes de lecture, vidéo, etc. Donc, est-ce que tu es avec nous, Jean-Louis? Hein? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, moi je t'entends très bien. Donc, c'est ça, vu le temps, je vais probablement juste m'en tenir à ce qui m'a le plus choqué. Donc, ce que j'aimerais dire aux participants d'abord pour qu'ils comprennent mieux la situation, c'est que moi, je viens quand même d'un background un petit peu atypique du profil normal d'un détenu. Moi, le gros choc, ça a été en fait que j'étais dans le placard jusqu'à temps que je me fasse arrêter. Et il y a aussi la particularité que j'avais, et je suis encore avec mon conjoint et on s'est fait arrêter en même temps. Donc, j'ai dû vivre tout ça en même temps, de sortir du placard, de parler avec ma famille et aussi de traverser toute l'expérience judiciaire, le fait d'être debout là, dans le palais de justice et de discuter des faits dont certains sont parfois privés. Ça a été un gros challenge pour moi. Donc, c'est ça, moi, je suis sorti, je ne suis pas resté longtemps, donc 3 semaines à Bordeaux. Bordeaux, c'est une prison, en fait, la plus vieille au Québec et la plus grande, de loin. Et la problématique dans la province de Québec, c'est que le taux de suicide en prison au Québec, c'est déjà le plus élevé au Canada. Et juste dans les 3 derniers mois, il y a eu, selon un article qui est paru juste hier, en fait, c'est qu'il y a eu 3 tentatives de suicide, dont un décès dans les 3 derniers mois. C'est principalement, là, je dois dire que des tentatives de suicide, il y en a tout le temps, mais c'est de plus en plus problématique dans le sens que la pandémie oblige certaines prisons à isoler leurs détenus pendant une période très, très prolongée, ce qui est complètement contraire là, à la Charte des droits et libertés. Moi, quand je suis sorti, mon conjoint était à Bordeaux et puis je n'ai pas eu de nouvelles de lui l'année passée pendant 23 jours. Donc, c'était 23 jours durant lesquels il n'y avait aucun téléphone. Puis c'était vraiment 24 heures sur 24 sans rien. Pas de lecture, pas de douche, pas d'eau courante. Ben, je veux dire, il y avait de l'eau courante, mais pas d'eau chaude. Extrêmement, extrêmement difficile. Et puis, c'est sûr qu'en tant qu'homme gay, de traverser toute cette expérience-là, ça fait en sorte que ça devient comme un double challenge. Donc, c'est beaucoup de choses à jongler. Et souvent, quand on entre en prison, on oublie un peu son identité. Déjà là, on s'entend, c'est une prison où il n'y a que des hommes. Et tout est tabou, en fait, et il faut vraiment faire attention. Souvent, là, quand tu rentres là et que tu es dans le placard, ton identité, tu n'en parles juste pas. Et ça ne t'aide pas, dans le fond. Parce que, justement, ce qui m'a aidé, c'est ce qui est venu après la prison. C'était la thérapie, c'était les intervenants. Puis d'ailleurs, j'applaudis les efforts là, des organismes comme Réseau, ou les centres de réhabilitation là, qui présentement sont vraiment en manque de financement et de ressources. Et pourtant, moi, je trouve que c'est eux qui font la plus grande différence. Donc, je pense que je vais juste m'en tenir à ça, mais je pense que c'est plus au niveau des questions. Je pense que s'il y a des gens qui sont curieux de savoir qu'est-ce que c'est d'être un homme gay ou de comment vivre son orientation sexuelle derrière les barreaux, vous pouvez me poser vos questions. J'ai traversé ça en tant que moi-même et en tant que conjoint aussi. Donc,